Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce midi pour parler d'un sujet qui est brûlant d'actualité, n'est-ce pas? Alors, on aura l'occasion d'échanger sur les événements qui se déroulent en Pologne, en Ukraine, en Russie. Alors, merci d'être là. Merci à la Chaire pour organiser ce webinaire aujourd'hui. Mon nom est Karine Prémont. Je suis directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand. Je suis aussi professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Et c'est tout un plaisir et un honneur pour moi d'animer ce webinaire qui accueillera chez nous pour la première fois, en fait, Alexandre Masseau, que je vais vous présenter un peu plus en détail dans quelques instants. Alors oui, aujourd'hui, nous allons parler de l'Europe centrale, de son rôle dans l'OTAN face à la Russie, en particulier évidemment dans le contexte de la crise actuelle, parce que en fait, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier, on entend beaucoup parler des mesures, des positions adoptées en particulier par les grandes puissances européennes, mais on entend aussi beaucoup parler des tensions entre la Russie et les États-Unis dans ce contexte très volatile. Et ma foi, on a raison de le faire dans la mesure où on comprend que ce conflit engendre à la fois des problèmes économiques, des problèmes d'approvisionnement notamment. On a parlé de pétrole et de céréales en particulier, mais aussi ce conflit fait ressurgir la menace et les inquiétudes et les incertitudes liées à l'utilisation des armes atomiques, 60 ans presque jour pour jour après la crise des missiles de Cuba. Et en même temps, ce conflit-là, malheureusement, nous remet en face la dure réalité des crimes qui sont commis en période de guerre contre les civils. Donc, tout ça fait en sorte que on est devant une situation qui est complexe et qui met beaucoup l'accent sur les grandes puissances. Ce dont on parle moins, cependant, c'est la position des États européens qui ont une frontière avec l'Ukraine ou avec la Russie, par exemple. Ce qui me semble d'autant plus important que ces pays ont des positions souvent différentes, voire divergentes sur la situation actuelle face notamment à l'Ukraine et à la Russie. Alors, on peut se poser la question pourquoi de telles divergences alors que justement il semble ces pays avoir plusieurs points communs, mais on va s'interroger aujourd'hui justement sur leur environnement géopolitique, sur leurs intérêts nationaux, sur leur lien avec la Russie et sur leur rôle, ou en tout cas la perception de leur rôle au sein de l'OTAN. Donc tout ça, évidemment, concourt à la définition de leur position dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Je vais donc m'entretenir de tout ça avec Alexandre Masseau, qui est docteur en relations internationales, qui a soutenu sa thèse à l'Université de Toulon. Et cette thèse portait justement sur les relations entre les États membres de l'OTAN et la Russie. Alors, je pense qu'on est entre bonnes mains pour discuter de ce sujet aujourd'hui. On va avoir un petit entretien, Alexandre et moi, d'environ une soixantaine de minutes, puis ensuite, on aura une période de questions. Donc, n'hésitez pas à les envoyer, vos questions. On tentera d'aborder le plus de choses possibles durant ce webinaire d'1h30. Alors, tout d'abord, bonjour, Monsieur Masseau. Bienvenue à la Chaire, bienvenue à cette activité de la Chaire. Bon, évidemment, ce qui est sur toutes les lèvres, c'est la situation en Pologne, dans la mesure où on le sait, mardi, ce qui semble être des débris de missiles russes se sont écrasés en Pologne. Là, les détails, on les a pas tous, mais ils commencent à entrer un peu au compte-gouttes depuis quelques heures. On en parlera peut-être plus en détail, mais pas peut-être, on va en parler plus en détail plus tard. Mais j'aimerais qu'on procède un peu dans l'ordre parce que, comme je disais tantôt, on parle beaucoup des pays, des puissances européennes, on parle beaucoup des États-Unis, mais quand il est question d'Europe centrale, en fait, de quoi parle-t-on exactement? Comment définir cette région, cette zone? Et surtout, peut-être plus important encore, quel est le rôle de l'Europe centrale au sein de l'OTAN à l'heure actuelle, par exemple? Tout d'abord, merci beaucoup, Madame Prémont, de m'avoir invité. Donc, effectivement, moi, ma spécialité, c'est les pays d'Europe centrale. Alors, d'abord, définir l'Europe centrale, il y a beaucoup de définitions pour l'Europe centrale. C'est un espace qui n'est pas toujours très bien défini. Moi, je vais en fait surtout me concentrer sur ce qu'on appelle le Visegrad 4, donc les quatre, le groupe de Visegrad, qui est composé de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Hongrie. Donc c'est un groupe qui a été fondé à la fin de la guerre froide quand ces pays sont devenus indépendants, principalement pour aider, enfin pour se concerter sur pour rejoindre l'OTAN, puis après l'Union européenne.
je vais me concentrer sur ces pays-là parce que ils sont assez représentatifs des différentes positions qu'il y a au sein de l'Europe centrale, parce que l'Europe centrale a des positions très diversifiées et justement, ça a pas mal d'importance. Pourquoi cette région déjà a de l'importance? Bon, d'un point de vue géographique, si vous regardez une carte de l'Europe, ils sont à la frontière. Ils sont à la frontière de l'Ukraine, voire de la Russie. Par exemple, la Pologne a une large frontière avec l'Ukraine. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un missile qui est tombé hier en Pologne. Mais ils ont aussi une frontière directe avec la Russie, avec l'enclave de Kaliningrad. Donc, il y a l'enclave russe vraiment enclavée dans l'Union européenne, qui est une enclave avec une forte présence militaire, avec quand même des missiles, et on suspecte qu'il peut y avoir des missiles nucléaires. Donc, il y a déjà la Pologne qui a une frontière avec la Russie, une frontière avec l'Ukraine. Des pays comme la Slovaquie, la Hongrie en ont aussi, et tout comme la Roumanie, qui fait aussi partie de l'Europe centrale. Alors, ces pays ont de l'importance dans l'OTAN parce que, comment dire, ce sont des pays qui ont un passé commun avec la Russie. Hein, c'est des anciens pays du bloc soviétique, hein, qui étaient sous domination soviétique pendant la guerre froide, et qui donc restent très partisans, enfin qui sont très attachés à l'OTAN. C'est-à-dire dans ces pays-là, je vais prendre une étude qui a été faite par un centre de réflexion slovaque, hein, Globsec, qui montre justement les tendances actuelles de l'opinion publique dans ces pays-là vis-à-vis de l'OTAN. À l'heure actuelle, l'approbation d'appartenir à l'OTAN, par exemple en République tchèque, est de 87%, en Pologne 95%, en Hongrie 85%, et alors en Slovaquie, elle est un peu plus faible, de 72%. Mais donc, tous ces pays sont très largement attachés à l'Alliance Atlantique. Même, par exemple, la Hongrie, parce que parfois, alors je ne sais pas si en Amérique du Nord, mais vous devez parfois entendre parler des discours donc, du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui parfois a une position qui est à part, ce pays reste très attaché à l'OTAN. Et le gouvernement hongrois n'a absolument pas l'intention de quitter l'OTAN. Il a conscience que ce serait contre ses intérêts. Même situation d'ailleurs vis-à-vis de l'Union européenne. La popularité de l'Union européenne au sein de l'opinion publique de ces pays-là est très élevée. Même en Pologne et en Hongrie, c'est de l'ordre de plus de 80%, même à l'heure actuelle. Donc même avec des partis plutôt eurosceptiques en Pologne et en Hongrie, ils veulent rester dans l'Union européenne. De toute façon, ils sont dépendants de l'Union européenne. Si on regarde d'ailleurs le budget de l'Union européenne, de l'Union européenne, ce sont les deux principaux bénéficiaires nets du budget européen. C'est-à-dire que c'est les deux pays qui reçoivent le plus d'argent de l'Union européenne par rapport à ce qu'ils contribuent. Donc, il y a mine de rien, comment dire, un certain attachement à l'Alliance Atlantique, mais aussi à l'Union européenne. Je dirais néanmoins que c'est quand même l'OTAN qui reste en bonne partie leur priorité, surtout pour des pays, par exemple, comme la Pologne. La Pologne, c'est vraiment un élément majeur dans la politique de la Pologne. Et il y a aussi une chose à savoir sur toute l'Europe centrale. Alors là, ça dépasse le groupe de Visegrad. Il y a depuis 2015 un espèce de forum informel qui s'appelle le Bucharest 9, qui en fait regroupe tous les pays de la bordure est de l'OTAN, c'est-à-dire les pays baltes, la Pologne, les pays du groupe de Visegrad, la Roumanie, il y en a aussi quelques autres. Ces pays-là ont pour but donc de peser dans les décisions de l'OTAN. Parce qu'il y a une chose à savoir déjà dans l'OTAN, c'est que toutes les décisions de l'OTAN sont prises à l'unanimité de ses membres. Donc après, il y a tout un jeu quand même diplomatique en interne au sein de l'Alliance dans les discussions. Et le but, en fait, avec le Bucharest 9, c'est de
que l'Europe centrale, que l'ensemble des pays d'Europe centrale pèsent dans les discussions de l'Alliance. Et donc, on le voit, il y a la question de la frontière, il y a la question, les questions nationales aussi. Il y a plusieurs éléments qui indiquent justement que la politique étrangère de ces pays du Visegrad ne sont pas nécessairement fusionnelles, ne sont pas nécessairement toujours consensuelles, ne vont pas toujours dans le même sens. Alors, peut-être commencer par nous dire quels sont en général est-ce qu'il y a des perceptions communes, en fait, entre ces politiques étrangères-là, en général, et plus spécifiquement, parlons de l'Ukraine, comment ces pays se positionnent face au conflit qui existe à l'heure actuelle? Alors, en termes de points communs, bon, comme j'ai dit, ils sont tous très attachés à l'OTAN. Vis-à-vis de l'Ukraine, il y a effectivement une condamnation unanime donc du conflit en Ukraine. Après, c'est parfois au niveau du soutien où là ça peut, enfin ça varie d'un pays à un autre. Mais par exemple, même la Hongrie, qui est le plus sceptique, a quand même voté un certain nombre de sanctions. On pourra revenir pourquoi elle ne vote pas d'autres sanctions, mais globalement, il y a vraiment cet aspect on n'a pas envie d'être dans la zone d'influence russe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui reste. Aucun des pays d'Europe centrale n'a envie de choisir, par exemple, la Russie par rapport à l'Ouest. C'est très intéressant parce que là encore, la Pologne et la Hongrie peuvent être parfois très critiques envers certains aspects de l'Europe de l'Ouest ou même de l'Amérique du Nord, mais à aucun moment ils ne veulent être dans la sphère d'influence russe. Là où ça peut varier, par exemple, entre ces différents pays, c'est leur perception. Est-ce que ces pays-là se considèrent comme des pays occidentaux ou est-ce qu'ils se considèrent comme des pays entre l'Occident et l'Est, l'Est étant la Russie? Et là, il y a une différence. Là, par exemple, on voit que la République tchèque se considère en 2022 comme à 56% comme un pays occidental. Je parle au niveau des opinions publiques. 38% de l'opinion publique tchèque se considère entre les deux, et il n'y a que 2% qui se considèrent comme un pays à l'Est. La Pologne se considère comme à 51% à l'Ouest, 35% entre les deux et 1% à l'Est. Là où ça change, c'est la Hongrie. Uniquement 38% se considèrent comme un pays occidental, 38% de la population hongroise se considère comme un pays occidental et 53% se considèrent entre les deux et 2% à l'Est. Donc là déjà on voit une différence, c'est-à-dire qu'on a la République tchèque et la Pologne qui se considèrent comme comme des pays occidentaux, et la Hongrie qui, elle, se considère plus entre les deux. C'est le même phénomène d'ailleurs pour la Slovaquie. La Slovaquie, c'est 34% de l'opinion publique qui se considère comme occidentale et 51% entre les deux. Donc là déjà, on voit une sorte de différence dans leur perception, comment ils se considèrent en Europe. Est-ce qu'ils se considèrent vraiment comme des occidentaux ou est-ce qu'ils se considèrent comme une sorte de voie, comment dire, d'Europe centrale, une sorte d'être vraiment en Europe centrale, de ne pas faire partie de la sphère d'influence russe et de ne pas faire partie de la sphère d'influence occidentale. Donc, dans tous les cas, il y a une volonté effectivement de ne pas, comment dire, être dans la zone d'influence russe, mais déjà là on peut voir un peu une différence sur comment dire, sur comment ils se considèrent par rapport à l'Ouest. Et comment ça se traduit en termes de politique étrangère? Comment les dirigeants, en fait, arrivent à concilier ces différences-là ou ces contradictions-là, peut-être même? Alors en fait, ça se ressent dans leur politique étrangère. Par exemple, pour la Pologne, le principal, là encore, la perception par les Polonais de leurs principaux partenaires stratégiques est assez marquant. La Pologne considère vraiment que leur principal partenaire stratégique, c'est les États-Unis. Beaucoup moins ils considèrent que l'Allemagne, par exemple, est un partenaire beaucoup moins fort, quoi. Alors que, par exemple, la Hongrie, c'est l'inverse. Les Hongrois considèrent que leur principal partenaire économique, ce sont les Allemands. Puis, je crois que c'est les Russes et après les Américains. Je suis en train de vérifier.
C'est ça. Les Hongrois, 58% considèrent que c'est l'Allemagne leur principal partenaire stratégique, 35% les Russes et 13% les États-Unis. Alors que la Pologne, ça s'élève à 73%. Et l'Allemagne, pour les Polonais, c'est que 27% qui les considèrent vraiment comme un partenaire stratégique. Et évidemment, 2% pour la Russie. Donc ça, c'est voilà. Et donc, déjà, il y a cette perception au niveau des partenaires stratégiques. Alors, pour la Pologne, ça s'explique assez facilement pourquoi leur principal partenaire, ce sont les Américains. Il y a des questions historiques. C'est-à-dire que la Russie a été un envahisseur pour la Pologne, mais l'Allemagne aussi. Il ne faut pas oublier que de toute façon, le XXe siècle a été marqué par deux occupants et deux totalitarismes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord l'occupant nazi, avec quand même une bonne partie des camps de concentration et des camps d'extermination placés en Pologne, puis après l'occupation soviétique, avec quand même les soviétiques qui ont aussi fait donc le fameux massacre de Katyn, où ils ont massacré une partie des élites polonaises. Donc il y a cette mémoire là qui reste, qui fait que donc évidemment les Russes ils ne peuvent pas en entendre parler, mais l'Europe, les pays d'Europe de l'Ouest, ils s'en méfient quand même. C'est-à-dire les Allemands, c'est un ancien envahisseur, et les Français, ils considèrent un peu potentiellement qu'on les abandonne, que les Français ont abandonné les Polonais en 39. Alors qu'inversement, bon, les États-Unis, justement, avec les efforts pendant la guerre froide, comme les Britanniques, ont une image plus positive. La Hongrie, elle, c'est différent parce que la Hongrie, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que après la Première Guerre mondiale, la Hongrie ça n'a pas été quelque chose qui a été si bien perçu que ça en Hongrie, surtout avec le gouvernement actuel, parce que il y a eu le traité du Trianon en Hongrie, qui est une sorte de traumatisme, surtout parmi les élites actuelles hongroises. Pour situer, ça a été le démantèlement du royaume de Hongrie en 1920, après la Première Guerre mondiale, parce que la Hongrie, faisant partie de l'Empire austro-hongrois, faisait partie des perdants. Et donc, la Hongrie a perdu une bonne partie de son territoire, donc les 2/3 de son territoire et 60% de sa population. Et là, ça influe aussi sur leur politique étrangère, y compris directement vis-à-vis de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que en fait, il y a une partie de la population hongroise qui se situe en dehors de la Hongrie. Ce sont des minorités hongroises qu'on a dans différents pays. Et il y a une partie, 300 000, qui sont en Ukraine. Et il faut savoir qu'il y a la politique du gouvernement hongrois actuellement est d'utiliser un peu ces minorités pour un peu recréer une sorte de zone d'influence. Et cette minorité hongroise en Ukraine, il y a eu des problèmes au moment où l'Ukraine a déclaré que la langue officielle en Ukraine, c'était l'ukrainien et pas d'autres langues. Et donc, ça crée des tensions entre la Hongrie et l'Ukraine à ce moment-là. Ce qui explique, c'est l'un des éléments qui explique déjà pourquoi la Hongrie est assez distante de l'Ukraine. Inversement, au niveau de la Pologne, pourquoi la Pologne est très très proche de l'Ukraine? Là aussi, il y a un aspect historique. C'est jadis la Pologne, il y avait l'Union Pologne-Lituanie qui regroupait en fait la Pologne et la Lituanie, mais qui avait un territoire assez conséquent, qui dans toute l'Europe centrale. Et il y a cette volonté dans le gouvernement actuel de refaire cette espèce d'intermarium. Intermarium est le terme que les élites polonaises avaient mis en avant pendant l'entre-deux-guerres, justement, l'idée de recréer une zone d'influence polonaise en Europe centrale pour baser en quelque sorte sur l'union de la Pologne-Lituanie. Et le gouvernement actuel en Pologne reprend cette idée. Il y a deux initiatives qui vont dans ce sens. La première initiative, c'est l'initiative des Trois Mers, qui regroupe la plupart des pays d'Europe centrale de l'Union européenne, qui a pour but de développer la connexion économique entre les pays. Ça reste quand même un projet qui est piloté par Varsovie, mais le but est de développer les connexions économiques entre les différents pays,
aussi, un peu plus officieusement, moins dépendre des ressources russes, de l'approvisionnement énergétique russe. Ça a été lancé il y a, il me semble, en 2016, hein, ce projet-là. Donc ça n'a pas, ça ne date pas de la guerre en Ukraine, ça a été commencé avant la guerre en Ukraine. Et potentiellement aussi officieusement, ce projet-là, donc piloté par le gouvernement polonais, faire une sorte de contrepoids potentiellement à la France et l'Allemagne au niveau diplomatique. C'est plus peser sur des relations au sein de l'Union européenne, parce qu'il y a parfois effectivement des conflits entre les pays d'Europe de l'Ouest et la Pologne sur les questions européennes. Et il y a un autre projet qui est moins connu, mais qui est un peu avorté, justement à cause de la guerre en Ukraine, c'est le triangle de Lublin, qui a été fondé, si je ne me trompe pas, en 2020, qui regroupe la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine. Et c'est un forum informel qui a pour but, en fait, d'améliorer la coopération entre ces trois pays et aussi, justement, comment dire, faire une sorte de contrepoids face à la Russie, enfin, pas vraiment faire contrepoids, mais justement renforcer même la coopération, ça parlait même de coopération militaire à un moment. Et le fait d'ailleurs que ça s'appelle le triangle de Lublin n'est pas neutre du tout, parce que donc ce traité, enfin ce forum, ce triangle a été formé à Lublin, mais Lublin est aussi la ville où a été créée l'union de la Pologne et de la Lituanie. Donc c'est vraiment une référence directe à cette idée donc de reforger une sorte d'espace géopolitique en reprenant l'exemple de la Pologne-Lituanie. En fait, je pense dans l'esprit du gouvernement actuel polonais, il y a l'idée, à travers la voie diplomatique, de reformer une zone d'influence en Europe centrale qui ferait écho donc au passé de la Pologne-Lituanie, de l'Union Pologne-Lituanie. Donc il y a justement ces visions historiques qui influent, ces représentations historiques qui influent aussi dans la politique étrangère des gouvernements actuels, principalement en Pologne et en Hongrie, mais justement qui aboutissent à deux positionnements géopolitiques différents. Parlons peut-être plus spécifiquement de la Pologne, puisque vous y êtes. Vous êtes à Cracovie présentement. J'aimerais peut-être aborder deux éléments, à vous de voir comment vous voulez nous en parler. D'abord, la question des réfugiés, parce qu'on sait, il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en Pologne. De quelle façon est-ce que ce flot de réfugiés-là influence ou affecte en fait la position de la Pologne dans le conflit, ou de quelle façon ça permet à la Pologne de jouer un rôle différent ou pas au sein de l'OTAN, par exemple. Et ensuite, peut-être discuter davantage de l'incident d'hier, justement, parce que depuis quelques heures dans les médias, depuis 2 jours, en fait, on entend beaucoup parler de l'article 5 de l'OTAN, n'est-ce pas, qui réfère à cette idée d'intervention militaire pour défendre un membre qui est attaqué. Et alors que bon, c'est pas du tout, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose à faire à l'heure actuelle. Donc peut-être nous expliquer un peu ce qu'il en est du côté de la Pologne concernant la question des réfugiés et comment ça affecte en fait la position de l'OTAN si ça l'affecte. Et ensuite peut-être nous dire comment la Pologne réagit à ce qui est en train de se passer, comment l'OTAN en fait peut se positionner dans cette situation-là. Ma question n'est pas très claire, mais je suis convaincue que vous allez être capable néanmoins d'y répondre. C'est très clair. Donc pour les réfugiés, alors il faut savoir qu'en fait il y a déjà une communauté ukrainienne en Pologne depuis un bon nombre d'années, parce que il y a une chose aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que pour beaucoup de pays occidentaux, enfin pour beaucoup de personnes, la guerre en Ukraine en fait aurait commencé en février 2022, mais en fait pour les Ukrainiens elle a commencé en 2014 à partir justement des républiques séparatistes, puis de la Crimée. Pour les Ukrainiens, en fait, la guerre commence depuis 2014. Donc déjà, il y avait un flux parfois beaucoup plus faible, donc d'Ukrainiens qui sont installés en Pologne, hein, parce que bon, évidemment, un pays qui est en guerre, c'est pas la meilleure situation. Et donc du coup là, il y a eu un flot énorme de réfugiés ukrainiens, hein, qui se comptent vraiment en millions. Je crois qu'on est à 7 millions depuis le début du conflit.
il y a effectivement pas mal de choses qui, je pense, ont été faites au niveau du gouvernement, mais aussi de la société civile pour aider les Ukrainiens. Je sais qu'il y a il y a eu pas mal d'accueil et vraiment, comme je dis, les organisations de la société civile ont beaucoup aidé. Je sais aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que l'Église catholique est très puissante en Pologne et qu'il y a eu pas mal d'organismes religieux qui ont parfois mis à disposition des réfugiés, pour les réfugiés ukrainiens, des logements ou justement des séminaires à disposition des réfugiés ukrainiens. Donc, il y a eu effectivement une véritable solidarité. Et justement, en plus, le fait que l'invasion vient de Russie, comme la Pologne, eux aussi, dans le passé, ont subi l'Union soviétique. Donc, il y a ce lien très fort entre les deux. Il y a parfois aussi certains réfugiés ukrainiens qui veulent rentrer dans leur pays. Il y a un attachement très fort aussi de leur pays parce que beaucoup de réfugiés ukrainiens sont faits des femmes et des enfants parce que avec la mobilisation générale en Ukraine, normalement les hommes de moins de 60 ans, c'est compliqué pour eux de sortir d'Ukraine. Donc c'est surtout des femmes et des enfants et parfois bon des enfants, des ados veulent sont comment dire sont perturbés parce qu'ils ne sont plus dans leur pays. Donc parfois ils veulent parfois retourner chez eux. Et effectivement, plus la ligne de front progresse en faveur des Ukrainiens, plus c'est simple pour eux de retourner. Mais globalement, des éléments que j'ai pu voir par expérience personnelle, il y a comment dire, il y a de très bonnes relations entre les Ukrainiens et les Polonais en termes de solidarité. Après, pour revenir donc à l'événement d'hier sur justement ce qui s'est passé avec la chute du missile. Dès hier soir, en fait, j'avais pu voir un peu la presse polonaise. Donc hier soir, il y a eu une réunion donc du gouvernement polonais d'urgence au niveau de la sécurité nationale. Et dès hier soir, on savait qu'en fait, c'était l'article 4 que le gouvernement polonais allait invoquer. Alors, l'article 4, concrètement, c'est amener une discussion au sein de l'OTAN quand il y a un des membres a un danger un danger ou une menace sur son État. Donc, ça reste une discussion. De toute façon, les différentes analyses que j'avais vues, y compris principalement de centres de réflexion de think tank américains, disaient que même si c'était un missile russe, l'article 5, donc l'article qui est un peu l'article phare de l'alliance, donc d'entraide entre États en cas d'attaque, aurait été disproportionné. L'article 5, on savait depuis le moment où le missile était tombé que bon, c'était pas intentionnel et donc activer l'article 5, ça aurait été disproportionné. Et même si les Polonais avaient choisi cette solution, il faut l'unanimité des membres de l'OTAN pour qu'il soit activé. Donc, si la Turquie, par exemple, qui est membre de l'OTAN, dit non, ben on peut pas l'activer. Et dans le cas de toute façon c'est activé, la marge de manœuvre des États membres est très large, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre en place n'importe quel moyen. Enfin, ça peut aller donc de la force armée, c'est ça que tout le monde a en tête, mais ça peut être aussi juste une aide logistique ou même une aide humanitaire. C'est très très large. Donc voilà. Et donc, à mon sens, je pense que au niveau du gouvernement polonais, tout comme du gouvernement américain, je pense qu'il y a une certaine retenue. Le gouvernement polonais, et ça je l'ai vu à travers quand même depuis le début du conflit, certes il peut être très virulent dans ses discours, mais son but n'est pas de rentrer dans une guerre directe avec la Russie, parce qu'ils sont en première ligne, comme je l'ai dit au début, ils sont à la frontière de la Russie et avec Kaliningrad, et c'est une enclave militaire. Donc de toute façon, je pense que
aucun membre de l'OTAN n'irait jusqu'à ne souhaite l'escalade. Je parle vraiment au niveau des dirigeants, des décideurs, où aucun membre actuellement de l'OTAN ne serait prêt à une escalade, à moins évidemment que si les Russes déboulent dans l'Europe avec des blindés. Là, oui, mais bon, on en est très très loin, surtout avec la situation militaire en Ukraine. Donc, pour la Pologne, je pense que il y a d'un côté parfois un discours, certes, qui peut être très virulent, mais ils sont quand même conscients aussi des enjeux et après de la réalité du terrain. Concrètement, ce qui aurait pu se passer et qui peut se passer, parce que ça, les Polonais le demandent, ce serait que la Pologne rejoigne le programme de partage nucléaire américain. C'est en fait les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans l'Union européenne qui font déjà partie de ce programme. Il y a l'Allemagne, la Belgique, la Nouvelle-Zélande et je crois la Turquie. Oui, je suis même sur la Turquie. C'est les États-Unis déploient en fait leurs armes nucléaires dans ces pays membres et en fait c'est en quelque sorte transposer un peu la dissuasion nucléaire américaine dans ces pays-là. Voilà. Donc peut-être qu'à la rigueur, la Pologne pourrait penser à ça. Hein. Je sais qu'ils le demandent. Pour l'instant, ils n'en font pas encore partie. Donc, à la rigueur, vraiment, s'il y avait eu une escalade hier, ça aurait été ça. Ça aurait été la Pologne rejoint ce programme-là, mais je pense que même là, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Mais vraiment, l'activation de l'article 5, on en est loin et c'est compliqué. Ce serait très compliqué. En plus, il faut savoir que toutes les dispositions, ça c'est dans le traité de l'OTAN, toutes les dispositions du traité de l'OTAN doivent respectent en fait les dispositions constitutionnelles de chaque État membre. Donc après, là aussi peut avoir des difficultés. À un moment, j'avais lu une analyse, mais là, je pense que c'est plus dans le domaine de Madame Prémont, que par exemple aux États-Unis, pour décider de la force armée, normalement, c'est plutôt le Congrès, sauf en cas d'urgence où c'est le président des États-Unis. Après, la question est de savoir si c'est une urgence ou pas, s'il y a des problèmes dans les pays baltes ou en Pologne. Ça, je crois, voilà, c'est une analyse que j'avais eue, mais voilà. Vous évoquez les États-Unis et par la force des choses, je vais vous poser des questions évidemment là-dessus, parce que vous avez parlé notamment des liens économiques, des partenaires commerciaux, des partenariats commerciaux entre les États-Unis et les pays d'Europe centrale. On sait que le leadership américain sur la scène internationale a été ébranlé un peu ces dernières années. En même temps, c'est le joueur quand même le plus puissant à l'heure actuelle au sein de l'OTAN. Alors, quel est le niveau de confiance des pays que vous évoquez à l'égard des États-Unis, à l'égard du leadership américain, advenant le fait que la situation, par exemple, devait dégénérer, advenant le fait qu'il y aurait un désintérêt, parce que c'est presque ça la plus grande menace, en fait, pour les pays limitrophes. C'est un désintérêt du reste du monde de ce conflit-là parce qu'il dure, parce qu'il s'éternise, parce que il stagne ou parce que les gens pensent à autre chose. Donc, quel est le niveau de confiance des Européens du centre, si je peux m'exprimer ainsi, à l'égard du leadership américain? Alors la Pologne, le lien reste vraiment très fort. Et de toute façon, je pense que le leadership américain reste encore. Il y a parfois une prise de distance des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, mais rarement de l'Europe centrale. C'est-à-dire que la Pologne, par exemple, alors là il y a un fait d'actualité, c'est par exemple que la Pologne est en train de se tourner vers l'énergie nucléaire. Ils vont travailler avec les Américains, par exemple. Il va avoir des partenariats économiques avec les États-Unis. Et au niveau de la défense, c'est assez intéressant. C'est que le lien reste très fort, alors que, par exemple, au niveau de la tendance politique, le gouvernement polonais et le gouvernement américain actuel sont un peu à l'opposé. C'est-à-dire qu'en Pologne, c'est un gouvernement conservateur et aux États-Unis, c'est un gouvernement progressiste. Et donc, du coup, on pourrait penser qu'il y aurait des frictions, mais pas tant que ça. C'est vraiment les intérêts stratégiques qui priment en Pologne. Et pour les Américains, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est vraiment je dirais, leur place forte avancée en Europe. C'est vraiment
je pense plus que l'Allemagne. Dans l'absolu, l'Allemagne normalement elle doit avoir les principales bases américaines, mais je pense qu'en termes de confiance, c'est plus vis-à-vis de la Pologne. Les relations entre États-Unis et Pologne, vraiment, je pense c'est avec le pays d'Europe avec lequel il y a le plus de liens. Et peu importe vraiment qui est au pouvoir. Je crois même que ça doit être le seul État en Europe, ou même sous la présidence Trump, il avait l'air d'avoir un peu d'intérêt. Donc, et ça continue même avec la présidence Biden. Donc, comme je dis, même des divergences idéologiques ne sont pas prises en compte. C'est vraiment un partenariat stratégique. Avec la Hongrie, c'est très différent par contre, parce que la Hongrie, du côté hongrois, il y a une méfiance des États-Unis et la Hongrie est plus centrée sur l'Europe. C'est-à-dire, il y a un discours d'Orban récent qui avait fait beaucoup de bruit parce qu'il avait parlé de critiquer tout ce qui était race mixte. Mais dans ce même discours, ça passait inaperçu. Mais il avait fait tout un pamphlet en fait contre les États-Unis. En fait, il avait été très critique envers la politique étrangère des États-Unis. Et lui, en fait, il serait plus en fait pour un rapprochement avec, par exemple, l'Allemagne, avec qui il a des liens économiques très importants. La vision de Viktor Orban est très mercantiliste en fait, d'un point de vue économique. Donc, c'est tisser des liens avec le secteur industriel allemand, tisser des liens économiques avec le secteur aussi industriel russe. Hein. D'ailleurs, il y a de nouveaux contrats avec Gazprom actuellement entre la Hongrie et la Russie. Et pour leur centrale nucléaire, je crois qu'ils ont un nouveau contrat aussi avec Rosatom, donc l'entreprise État russe du nucléaire. Et avec la Chine, il y a aussi la Chine qui a une certaine influence, mais ça, je crois, dans toute l'Europe. Hein, c'est pas qu'en Europe centrale. Donc là, vraiment, il y a une certaine divergence. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que le gouvernement hongrois va couper tout lien avec les États-Unis? De un non, comme j'ai dit, ils restent très attachés à l'OTAN. La question que je me pose, c'est comment ça va évoluer, parce que, par exemple, il y avait des liens assez forts, par exemple, entre Viktor Orban et l'ancien président Donald Trump. Là, avec justement les midterms, qui, dans l'analyse que je fais, est en fait une défaite des partisans de Trump, hein, c'est eux qui ont été les plus les faits. Est-ce que donc il va avoir du côté hongrois un changement de politique? Est-ce qu'ils vont par exemple chercher plus à se rapprocher du courant du Parti républicain qui là a réussi à avoir quelques voix, ou est-ce qu'ils vont continuer justement dans la posture qu'ils sont actuellement au risque de s'isoler des États-Unis? Ça, je ne saurais pas dire. Je serais tenté de dire qu'ils vont très certainement, que le gouvernement hongrois va très certainement changer sa politique diplomatique pour s'adapter, parce que j'ai quand même l'impression que c'est plus une politique d'intérêt qu'une politique idéologique. Même s'il y a beaucoup de discours idéologiques de la part du Premier ministre hongrois, j'ai vraiment l'impression que ça cache juste les intérêts, comme je dis, très mercantilistes, et donc ça dépendra de qui donnera, qui aura le plus d'intérêt au niveau économique pour la Hongrie. Après, en même temps, si je peux vous interrompre, avec l'annonce de Trump d'hier, disant qu'il sera candidat en 2024, peut-être qu'Orban va maintenir sa position, peut-être avec espoir qu'en 2024, Donald Trump revienne. Oui, parce que alors là, la vraie question, c'est, je crois qu'Orban est effectivement, donc, comme je dis, très connecté avec Donald Trump, mais je crois qu'il est aussi connecté avec le reste du milieu conservateur. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie du milieu conservateur qui voit pas le retour de Trump d'un très bon œil. Donc on va voir. Effectivement, ça va être intéressant à suivre. Je pense très clairement que s'il sera lié à Trump, ça va être une machine à perdre. Enfin, c'est une machine à perdre, mais c'est pour la Hongrie, ça aurait plus d'effets négatifs que
qu'autre chose. Par exemple, si une alternative pour Viktor Orban, si effectivement il veut rester dans sa politique actuelle, ce serait peut-être plus se rapprocher donc de certains milieux conservateurs plus classiques. Après, ça va être justement intéressant de voir dans les mois qui viennent, ou peut-être qu'il va se mettre en retrait par rapport à ça. Donc, ce sera un élément à voir. Mais de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Allemagne qui reste son principal partenaire. Donc, à choisir, c'est peut-être plus avoir de bonnes relations avec l'Allemagne. D'ailleurs, une chose, je ne sais pas si en Amérique du Nord ça a été mentionné, il y a actuellement un projet un projet antimissile allemand que l'Allemagne fait avec un certain nombre de pays européens, ce qui a créé des tensions avec la France, vu que la France n'en fait pas partie. Et ce projet de antimissile allemand, ce serait principalement avec du matériel israélien et américain. On retrouve parmi les pays qui font partie de ce projet-là, donc piloté par l'Allemagne, donc les pays du Benelux, donc Belgique, Luxembourg et les Pays-Bas, un certain nombre de pays d'Europe centrale comme la République tchèque, mais aussi la Hongrie, ce qui prouve comment la Hongrie est très très proche de l'Allemagne, c'est-à-dire que la Hongrie, je pense que son partenariat principal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'Allemagne, et sa politique sera tournée avant tout vers l'Allemagne. Donc, je pense que les États-Unis, pour eux, c'est un peu moins important que les Polonais. Même si pour la Pologne, l'Allemagne, dans les faits, même si l'opinion publique ne voit pas toujours l'Allemagne comme un partenaire économique important, dans les faits, l'économie polonaise est très dépendante de l'économie allemande. Voilà. Est-ce que, à quel point, en fait, le conflit entre l'Ukraine et la Russie a donné plus de poids aux pays d'Europe centrale au sein de l'OTAN? Est-ce que ils sont davantage entendus? Est-ce que on les intègre davantage dans les discussions? Est-ce qu'il y a un rapport de force là qui s'est modifié d'une certaine façon au sein de l'OTAN en raison de ce conflit? Alors, c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais je serais tenté de dire que la Pologne a pris de l'importance. La Pologne, effectivement, a pris de l'importance, je pense, au sein de l'OTAN et voire de l'Union européenne. C'est vrai que avant, elle était un peu ignorée, voire mal vue, et maintenant, c'est vrai elle a pu vraiment se remettre en avant. Je dirais, oui, pour la Pologne, c'est peut-être en fait le seul pays d'Europe centrale qui, je pense, a eu un vrai gain diplomatique, parce que en fait, c'est le seul pays d'Europe centrale aussi qui a les moyens d'avoir une véritable influence diplomatique suffisante pour peser, parce que les autres pays, bon, concrètement, la plupart des autres pays, c'est 10 millions de personnes grand maximum, et économiquement qui restent très liés à l'Allemagne. Donc, clairement, il n'y a que la Pologne qui vraiment a, je pense, une capacité pour un peu influencer, alors évidemment qui est militairement complètement dépendante des États-Unis, mais qui diplomatiquement arrive un peu à avoir une certaine influence. Je dirais que c'est les seuls. Je dirais néanmoins une autre chose, et ça c'est plus par des bruits de couloir que j'ai eu de certains officiels en Europe, c'est que la position hongroise sur l'Ukraine, qui est un peu parfois s'opposer à certaines sanctions. D'après ce qu'on m'avait dit, c'est que le gouvernement hongrois dit tout haut ce que certaines chancelleries de d'autres pays européens pensent tout bas. Et par là, on pensait potentiellement l'Allemagne ou la France. Que, par exemple, parce que comme je dis, par exemple, dans l'OTAN, il suffit qu'il y ait un seul qui soit contre, ben ça suffit. Donc, et dans l'Union européenne, c'est un peu pareil, parce que par exemple, il y a le cas de l'Autriche. L'Autriche ne fait pas partie de l'OTAN, mais ils font partie de l'Union européenne. Et ils ont parfois tendance à penser tout bas ce que pensent les Hongrois. Donc ça, il y a aussi ce petit jeu qui n'est pas toujours dit publiquement, mais il y a quand même une sorte de petite géopolitique interne au sein de l'Union européenne qui est au sein de l'Union européenne et au sein des États européens de l'OTAN qui perdure. Donc, et c'est vrai que donc d'un côté,
il y a d'un côté la Pologne qui, elle, je pense, arrive à se mettre en avant d'un point de vue diplomatique et géopolitique, et la Hongrie qui, au final, est un peu, comment dire, l'ennuyeur qui peut être assez pratique pour certains pays, en fait. Donc, voilà. Et peut-être je lancerai une dernière question très existentielle, très très large, pour peut-être vous permettre d'aborder des éléments que j'ai pas pensé vous demander, mais on a souvent annoncé la fin de l'OTAN ou la désuétude de l'OTAN au fil des années, puis ensuite différents conflits en Europe comme le Kosovo par exemple ont remis l'OTAN en première ligne. C'était facile de comprendre l'utilité de l'OTAN dans une période où, dans un contexte de bipolarité, par exemple, on se rend compte qu'on est dans un monde de plus en plus multipolaire où les menaces ne sont pas toujours étatiques, ne sont pas toujours symétriques. Donc, évidemment, dans le cas qui nous préoccupe, celui de la Russie et de l'Ukraine, ce qu'on voit, c'est que l'OTAN est à la fois un prétexte pour ouvrir les hostilités, mais en même temps une force de dissuasion. Alors, comment l'OTAN peut se positionner dans la géopolitique actuelle, dans le système international actuel, alors que certaines puissances perdent un peu en leadership ou en puissance, justement, alors que d'autres peuvent jouer les empêcheurs de tourner en rond. Quel est, selon vous, l'avenir de l'OTAN, le rôle de l'OTAN dans un monde tel qu'il est aujourd'hui avec cette asymétrie entre les puissances? Alors, il y a deux choses. D'un côté, l'OTAN, c'est vrai, s'est renforcée là, avec la crise, avec justement de nouveaux membres, la Suède et la Finlande. Et donc, je dirais qu'il y a quand même un renforcement de l'OTAN. Après, l'OTAN est très liée aux États-Unis. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est s'il y a un tournant, enfin, il y a un tournant asiatique au niveau des États-Unis avec justement la Chine. Et c'est vrai que bon, l'OTAN là est moins importante peut-être dans la stratégie américaine. Néanmoins, je pense que moi, j'avais bien aimé, je crois, c'était Henry Kissinger qui avait employé cette formule à propos de l'OTAN qui parlait d'alliance de démocratie. Et je trouve que c'est quelque chose de très vrai. L'OTAN, c'est certes officiellement une alliance militaire, mais c'est aussi un forum politique. Je me souviens d'une conférence d'un des commandants de l'OTAN qui disait que l'OTAN servait de forum politique, par exemple, pour les Grecs et les Turcs, qui font tous les deux partie de l'OTAN, et qui, mine de rien, c'est une des raisons pour laquelle peut-être ces deux pays ne sont pas en guerre actuellement. Donc, c'est un véritable forum politique. Au-delà de l'aspect défense, c'est un forum politique. Donc, même à l'époque où on n'avait pas comment dire, une menace conventionnelle comme on a maintenant avec la Russie, ça restait un forum politique et je pense que il y avait cet aspect-là qui me semble paraissait très intéressant. C'est vraiment ce côté alliance des démocraties me semble très très intéressant. Je dirais aussi que je pense qu'il faut pas non plus sous-estimer. Je veux dire, on perd parfois un peu trop confiance en nous-mêmes. Je pense que le leadership américain va continuer à dominer. Certes, il est peut-être moins puissant que dans les années 90, mais je pense que il ne faut pas sous-estimer les Américains parce que concrètement, les Ukrainiens arrivent là à progresser militairement, c'est en bonne partie grâce aussi à l'aide américaine, à l'aide du matériel américain. Et on voit donc que bon, l'armée russe est pas si puissante que ça, parce qu'au début on disait bon, l'armée russe était puissante, mais on se rend compte qu'au final, avec des Ukrainiens aidés avec du matériel américain, ben, l'armée russe est quand même à des grosses difficultés. Donc il ne faut pas se sous-estimer, il ne faut pas, je pense, sous-estimer la force américaine. Je pense que on est encore loin vraiment d'un déclin américain. La Chine, de toute façon, a ses propres problèmes aussi en interne. Et donc, je pense, et évidemment, bon, la Russie a aussi des problèmes, mais même avant la situation actuelle, l'économie russe, ça n'a jamais été vraiment l'un des points forts de la Russie, et même avant Poutine, hein, ça a toujours été, ça c'est un problème très ancien, l'économie russe. Donc, je pense que la force américaine et donc à travers ça l'OTAN va perdurer. Et comme je dis, j'insiste sur le côté forum politique. C'est aussi ça, je pense, l'OTAN.
Et effectivement, je pense que vous avez raison de le mentionner. On néglige souvent cet aspect-là des organisations internationales parce que c'est quelque chose qu'on voit pas à la télé, c'est quelque chose dont on n'entend pas parler, évidemment, et des conflits évités, ça fait pas les nouvelles. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. Je vois que j'ai encore un peu de temps, alors je vais en profiter pour vous demander de spéculer parce que les américanistes sont souvent demandés à le faire. Alors, je vais me venger sur les gens qui travaillent sur l'Europe. Quelles sont les solutions possibles à cette crise-là? Quelles solutions peuvent proposer les pays d'Europe centrale? De quoi vous entendez parler de votre côté de l'océan sur l'issue possible de ce conflit-là? Et est-ce que l'Europe centrale a un rôle à jouer? Alors, l'Europe centrale, je crains, n'aura pas de rôle à jouer vraiment dans la fin. À mon sens, il y aura la paix en Ukraine quand il y aura les Américains et les Russes, et évidemment le gouvernement ukrainien, qui le décideront. Je pense que vraiment, comme je l'ai dit, l'aide à l'Ukraine, ça vient principalement des Américains. Hein. Ce que l'Europe envoie, même si pour certains pays d'Europe centrale, c'est énorme par rapport à leur budget de la défense, c'est pas grand-chose comparé à ce que peuvent envoyer les États-Unis. Donc, je pense que ce sera, ça va vraiment se jouer entre les États-Unis et les Russes. Je pense que je ne sais pas quand il y aura ces discussions de paix. J'ai quand même l'impression que il y a des portes ouvertes qui sont quand même laissées par le gouvernement américain. Je crois que c'est quelque chose qui avait été révélé récemment, qu'il y avait des discussions entre des conseillers du président Biden et l'administration Poutine, ne serait-ce déjà pour éviter une escalade. Hein. Je crois que c'est le conseiller de la sécurité nationale Sullivan, je crois, qui était en contact. Donc, il y a justement des discussions. Ce qui peut se passer, c'est vrai, je sais qu'il y a actuellement aux États-Unis la question, est-ce qu'on va continuer à donner autant à l'Ukraine ou pas? Donc, peut-être que on va arriver à un moment où les différents partis, je dirais donc États-Unis, Ukraine et Russes, vont accepter de se mettre à la table parce que les trois seront potentiellement épuisés. Enfin, surtout les Ukrainiens, puis après les Russes, puis dans une moindre mesure les Américains. Les Américains ne seront pas épuisés comme les deux autres nations, mais après, quand il y a des problèmes internes à régler, c'est vrai qu'au bout d'un moment, plus d'autres problèmes internationaux, je veux dire, il y a aussi la question chinoise, il y a aussi, on parle de temps en temps des problèmes en Corée, donc les États-Unis ne peuvent pas être partout. Donc, il va potentiellement, je pense que les deux camps vont être obligés en fait de lâcher du lest. Je pense que ça va être ça. Je pense que les Russes, comme les Ukrainiens, vont être obligés de lâcher du lest à un moment ou à un autre. C'est souvent les paix se finissent comme ça. Ce qui peut se passer aussi, c'est pas un traité de paix, mais un cessez-le-feu, donc un conflit gelé. Ça pourrait se finir en fait comme la Corée, c'est-à-dire un conflit gelé, une ligne de démarcation. Les pays ne sont toujours pas totalement en paix. Mais la question est de savoir quelle serait cette ligne de démarcation. Alors c'est vrai que les Ukrainiens veulent récupérer l'entièreté du territoire, ce qui est compréhensible. Mais après la question, par exemple, je pense à Crimée, ça me semble stratégiquement, je me demande comment ça peut se passer. Donc là, je n'ai pas assez d'éléments pour savoir si c'est la faisabilité et aussi la réaction des Russes. Je pense que ça va se décider principalement avec du côté des administrations américaines et des administrations russes. Donc côté américain, je pense qu'il y aura finalement une forme de concertation avec les Ukrainiens, même si objectivement les Ukrainiens, s'il n'y a plus l'aide américaine, ça deviendrait très compliqué pour eux. Donc je pense que effectivement ça va vraiment être les États-Unis. En fait, c'est les États-Unis, je pense, qui ont le plus de cartes entre leurs mains actuellement. C'est eux qui ont le plus de capacité et je pense vraiment la puissance économique des États-Unis, qui à mon sens reste quand même très forte, en tout cas largement supérieure à celle de la Russie. Et je pense mine de rien,
il faut pas sous-estimer la puissance économique américaine par rapport à la Chine. Je pense que clairement, c'est vraiment les Américains qui ont le plus de cartes entre les mains. Voilà. Après, je ne serais pas spéculé, par exemple, sur, par exemple, Vladimir Poutine, est-ce qu'il va rester ou pas. Il faut par contre prendre en compte une chose, c'est que Poutine n'est pas le seul à penser ce qu'il pense. Et je vais même aller plus loin. C'est qu'en Russie, le parti de Vladimir Poutine est le parti centriste. C'est pas Poutine n'est pas un extrémiste en Russie. Et d'ailleurs, il est probable que la mobilisation partielle qu'il a annoncée récemment, c'était pour plaire à des milieux beaucoup plus nationalistes qui justement le trouvaient plus faible. Parce que globalement, bon, la mobilisation n'est pas très populaire en Russie parce que l'idée, c'était que bon, la Russie fait comment dire son assaut en Ukraine, mais ça doit toucher le moins possible les habitants de Russie, surtout des grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg. Là, avec cette mobilisation partielle, c'est commencé à y toucher. Donc là, effectivement, c'est quelque chose, je pense, je ne suis pas sûr que Poutine voulait vraiment le faire au début, mais je me demande si c'est pas aussi pour plaire à un milieu nationaliste qui a quand même un certain point, y compris par des personnes assez bien placées qui peuvent être très, très virulentes et beaucoup plus dangereuses. Je veux dire, on parle de gens. Certains auraient bien aimé envoyer des armes nucléaires tactiques, ce qui n'est pas le cas, et j'espère que ça va en rester là. Je serais tenté de dire que ça devrait en rester là, surtout avec les Chinois qui prennent aussi la distance vis-à-vis de ça. Quand même, c'est intéressant comme perspective parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent ici. On a toujours l'impression que Poutine représente la frange la plus exaltée, la plus radicale de l'élite politique russe. Alors, ça remet les choses un peu en perspective. Je sais pas si ça nous rassure ou si ça nous inquiète, mais en tout cas, au moins, comment dire, en fait, s'inquiéter à outre mesure, peut-être pas, parce que concrètement, si Poutine part, ça restera globalement son parti qui dominera. Donc, ce sera des personnes de son parti, en sachant que ça peut être des personnes un peu plus modérées ou un peu plus dures. Les nationalistes purs et durs, ils ont pour l'instant peu de chances de venir. Ils restent quand même, je pense, assez faibles. Et puis, bon, après, il y a l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire que je pense que, à moins d'être complètement fou, tu veux pas déclencher une guerre nucléaire en sachant que ton pays sera complètement détruit. Alors, à la rigueur, si le dirigeant est dans son bunker, il peut apparaître survivre, mais son pays sera complètement détruit. Donc, clairement, si ton but en tant que dirigeant, c'est de faire la grandeur de ton pays, la guerre nucléaire, c'est la pire chose qui puisse arriver. Donc, il y a vraiment ce côté aussi, la dissuasion nucléaire, c'est tout l'aspect discours joue dans la dissuasion nucléaire. Hein. C'est une arme psychologique avant tout, l'arme nucléaire. Ouais. Donc, évidemment, les discours qui répétaient là de menaces d'armes nucléaires, ça fait partie en fait de la dissuasion russe. Voilà, il faut aussi considérer que c'est une guerre psychologique, hein, ces discours-là. Oui, souvent, on a le réflexe de prendre au premier degré tous ces discours-là, qu'ils soient américains ou russes par ailleurs. Mais en même temps, ce qu'il faut souvent décortiquer, c'est à qui ils s'adressent et quels sont les différents niveaux de messages qu'on peut retrouver dans ces discours-là, effectivement. Alors voilà, c'est en gros ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, ce que Alexandre Massot avait à nous dire sur le rôle de l'Europe centrale au sein de l'OTAN face au conflit entre l'Ukraine et la Russie. On me dit qu'il n'y a pas encore de questions. Alors, je ne sais pas si vous êtes timide ou si Monsieur Massot a eu cette extraordinaire capacité de répondre d'avance à toutes vos questions, mais n'hésitez pas, on peut prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Vous voyez qu'il y a quand même de la matière assez riche, assez complexe aussi à décortiquer. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Moi, je vais peut-être, en attendant, en profiter pour ramener, évidemment, ramener tout ça aux États-Unis, bien sûr, parce que vous avez dit que ce sont les États-Unis qui ont peut-être le plus de cartes en main, qui ne risquent peut-être pas de s'épuiser, mais qui ont d'autres, qui peuvent avoir d'autres priorités. Et alors que les Ukrainiens sont peut-être soulagés temporairement de la courte victoire des Républicains, notamment à la Chambre des représentants, donc ils sont peut-être davantage en confiance quant aux capacités des Américains de les soutenir encore un certain temps. Est-ce que le danger, je reviens un peu à ce que je disais tantôt, est-ce que le danger, c'est pas aussi l'effritement de l'appui de l'opinion publique américaine, d'une certaine manière, parce qu'on le sait, depuis quelques jours,
jour, c'est l'attention des Américains, ou en tout cas l'attention médiatique va être davantage portée vers l'élection présidentielle avec ce phénomène de campagne permanente et très longue aux États-Unis. Est-ce que ça joue pas un peu en faveur des Russes, en fait, que l'attention médiatique se dilue ou porte sur autre chose pendant des périodes qui risquent d'être cruciales, notamment à l'aube de l'hiver, etc. Là, il y a différents éléments à la fois stratégiques et politiques qui peuvent peut-être jouer en faveur des Russes dans ce conflit. Euh, bon, pour l'hiver, ce qui pourrait profiter aux Russes, effectivement, peut-être au niveau de tout ce qui est même météo, ça pourrait jouer en faveur. Mais pour revenir aux États-Unis, comment dire, il sera, je pense, intéressant de voir les positions. Bon, effectivement, je pense que la position de Donald Trump vis-à-vis, par exemple, de l'Ukraine, évidemment, ne sera pas favorable au gouvernement ukrainien. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est aussi que pense, par exemple, le reste du Parti républicain, parce qu'il va avoir, par exemple, très certainement bientôt une primaire. Enfin non, la primaire, normalement, ça commence plus tard, mais vu que Trump l'a déjà lancé de fait, donc peut-être qu'elle va avoir lieu. Mais par exemple, savoir concrètement que pense, par exemple, Ron DeSantis face à Donald Trump sur ce genre de questions. Et c'est par exemple ça qu'il faudra suivre. C'est par exemple un des éléments qu'il faudra suivre. Et je suis pas sûr, par exemple, que ça se traduise, par exemple, par moins d'aide à l'Ukraine. Par exemple, je vais prendre un exemple des mi-termes. Le sénateur de Floride qui a été réélu, c'est Marco Rubio. Il me semble qu'il est quand même assez partisan d'un certain interventionnisme. Donc, je ne suis pas sûr, par exemple, que ce soit la branche plus isolationniste du Parti républicain qui sera le plus en vogue. Donc, déjà, je ne suis pas sûr qu'il y ait un changement, en fait, de politique à l'heure actuelle, parce que concrètement, ok, les républicains vont peut-être normalement gagner la Chambre des représentants, je sais pas où ça en est ou pas s'ils l'ont gagné, mais le Sénat, dans tous les cas, ils ne l'ont pas parce que les démocrates ont 50 voix, donc de toute façon, ce sera la vice-présidente Harris qui pourra départager, donc ça reste en main des démocrates. Donc, et la Chambre des représentants, les républicains vont peut-être la gagner de 3 voix. Et de toute façon, parmi les républicains, il y en a pas mal qui sont quand même partisans de l'aide à l'Ukraine. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir de grands changements. Je sais qu'il y avait quelques voix au sein aussi du Parti démocrate qui étaient pour un peu moins d'aide à l'Ukraine, mais ça veut pas dire cesser toute aide à l'Ukraine. Donc, je pense qu'on en est loin. Et donc, je pense concrètement que je pense qu'on en est loin. Je pense qu'il va pas avoir de changement notable au niveau de la politique américaine vis-à-vis de l'Ukraine. Et même si à la campagne présidentielle, déjà, il faudra voir quand même aussi la popularité, par exemple, de Donald Trump. Est-ce qu'elle n'est pas en train de s'effriter? Je trouve quand même pour les mi-termes, c'est quand même assez parlant de voir que la plupart des partisans de Trump ont perdu et que ceux qui ont gagné chez les républicains, c'était des gens un peu plus classiques. Donc de toute façon, je ne suis pas sûr qu'il soit, que son retour ait le même effet qu'en 2015-2016 ou en 2020. Clairement, je pense que si on doit regarder par exemple quelque chose, alors, peut-être qu'il a encore assez de base pour l'électorat pour peser. Ça, il faudra voir. Mais par exemple, mais je pense qu'il faut aussi voir ce que pensent d'autres républicains, parce que de toute façon, au niveau du Congrès et au niveau des élus, Trump n'a aucun pouvoir, je pense, au vu des élus. Et au niveau de l'opinion publique, de toute façon, on l'a bien vu, ce sont des gens, ce sont des élus assez classiques qui ont l'air d'être revenus sur le devant de la scène. Il y a je sais que j'avais un peu regardé les résultats, il y a quelques personnes qui sont un peu plus isolationnistes. Bon, je sais que du côté républicain, il y a Ron Paul, donc le fils de Ron Paul, qui effectivement, libertarien, donc isolationniste, mais c'est un député parmi je ne sais pas combien. Donc,
je pense pas qu'il va y avoir de grands changements. Il peut y avoir une baisse un peu de budget parce qu'il y aura, enfin, d'aide à l'Ukraine parce qu'il y a les problèmes internes. Mais je pense pas qu'il va y avoir de grands changements. Pour l'opinion publique américaine, comment dire, oui, il peut y avoir des intérêts de l'Ukraine. Donc peut-être, comme je dis, un peu de baisse en termes d'aide, mais concrètement, c'est pas quelque chose. S'il y a des intérêts, je pense que ça ne va pas les intéresser dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que certes, ils seront contre s'il y a une hausse de l'aide envers l'Ukraine, mais ils feront pas de l'aide à l'Ukraine l'élément le plus important à revoir. Ils vont plutôt se concentrer sur les problèmes internes des États-Unis. Et si effectivement, en plus, bon, il y a la politique américaine, et effectivement, comme je dis, avec quelqu'un comme Donald Trump, ça peut pas mal occuper l'actualité américaine. Effectivement, je pense que l'opinion publique se regardera plus ce qui se passe en interne que ce qui se passe en Ukraine d'une manière ou d'une autre. Il faut juste pas qu'il y ait trop d'escalade, mais clairement, comme je l'ai dit, je ne pense pas que le dirigeant de peu importe quel pays de l'OTAN ait tant envie que ça d'une escalade. Et clairement pas l'administration Biden. L'administration Biden ne semble absolument pas vouloir une escalade. En fait, je trouve même l'administration Biden plus modérée que pas mal de pays en Europe, justement parce que il y a pour les Russes, les Russes, il faut comprendre que pour les Russes, l'Europe et l'OTAN, c'est les Américains en fait. Donc les Russes en fait s'adressent directement aux Américains, et donc il y a un peu cette sorte de responsabilité, de leadership que les Américains doivent avoir. Donc ils sont très prudents. On l'a vu justement hier, dès qu'il y a eu cette affaire du missile, on a eu le Pentagone qui a dit bon, on va enquêter, mais pas de conclusion active. Donc, et je crois avoir vu aussi que le président Biden avait dit bon qu'il pensait pas que le missile venait de Russie. Donc il y a ce côté justement américain d'éviter toute escalade. On commence à recevoir des questions des gens qui nous écoutent. Alors, je vais de ce pas. La première qui va peut-être vous demander de spéculer encore une fois un petit peu. Quelqu'un demande est-ce que l'incident en Pologne pourrait avoir été un peu volontaire pour envoyer un certain message. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de pari? Est-ce qu'il y a peut-être une certaine volonté de renforcer les positions à cet égard-là? D'après ce que vous venez de dire, probablement que non, mais enfin, est-ce que ça pourrait être une possibilité? Franchement, je n'y crois pas parce que c'est trop risqué. C'est trop risqué. C'est-à-dire que on a vu quand même la panique que ça a fait. Alors, d'un côté, oui, on prédire que avec une panique pareille, c'est un peu pour faire peur, mais les enjeux, c'est potentiellement créer une surréaction et une escalade. Donc, je vois mal quand même les Russes s'amuser à faire ça, d'autant plus que, comme j'ai dit, pour l'instant, ça parlerait plus d'un comment dire, d'un missile perdu et qui en plus viendrait des défenses ukrainiennes. Donc, clairement, et puis concrètement, j'en vois pas l'intérêt parce que le missile est tombé vraiment quasiment dans un village, limite dans une grange, enfin près d'un tracteur. Donc ça donne limite l'image d'incompétence en fait. Ça envoie limite une image d'incompétence. Donc quand au début on pensait que c'était les Russes, moi la première image qui me venait en tête c'est que c'est que ils étaient vraiment incompétents. Ça envoie plus une image de nullité que d'un message de peur quoi. C'est à vrai dire, je pense qu'il y a d'autres moyens de faire plus peur. Par exemple des tests. Des essais d'armes, comment dire, pas loin, enfin dans le territoire russe, mais pas loin de pays de l'OTAN, pourrait être plus à une sorte de message. À la rigueur, ce serait ça. Là, ça envoyait quand même une bonne grosse image d'incompétence, hein, cet incident. Donc, à mon sens, non. Je ne pense pas. Ce serait vraiment stupide si c'est vraiment ça qu'avait en tête un état-major, ça aurait été complètement stupide parce que vraiment ça envoie une image d'incompétence. Ouais, parce que j'imagine que si on avait voulu envoyer un message, on aurait au moins ciblé
quelque chose de stratégique. On n'aurait pas pris un tel risque pour frapper une grange ou un tracteur. Là, on aurait, j'imagine, on aurait voulu en profiter pour atteindre une cible plus significative, j'imagine. Voilà, et là, ben, de toute façon, là, on rentrait vraiment dans un conflit stratégique, en sachant que si les Russes avaient en plus voulu viser très certainement une cible stratégique, il y a beaucoup de défenses antiaériennes en Pologne avec l'OTAN. Donc, le missile aurait potentiellement été intercepté, et donc non seulement ils auraient fait aucun dégât, mais là, il y a tout le monde qui était contre eux. Donc, je pense je pense vraiment qu'il y a eu quelque part quelqu'un qui a fait une erreur. Bon, c'est un peu les aléas sur le champ de bataille, mais je pense vraiment que ça a vraiment été une erreur. Autre question qui nous amène ailleurs. Quelle est l'état de la relation entre la Pologne et la Lituanie, qui est voisin, par rapport à la guerre en Ukraine, ou encore les relations avec Kaliningrad et la Biélorussie? Ok. Alors, entre la Pologne et la Lituanie, globalement, je dirais qu'il y a de bonnes relations. Hein. Bon, c'est des pays qui sont dans pas mal de projets communs, comme j'ai dit. Donc, il y a le triangle de Lublin, il y a l'initiative des Trois Mers, il y a le Bucharest Line. Donc, les deux pays travaillent pas mal ensemble. Alors, je sais qu'il y a eu quelques frictions, mais rien à voir avec l'Ukraine et la situation actuelle sur, je crois, une question de minorité. Je sais plus si c'est la minorité lituanienne en Pologne ou si c'était l'inverse. Donc voilà, il y a parfois quelques petites frictions par rapport à ça. Mais globalement, ces deux pays font partie de l'OTAN et font partie de l'Union européenne. Donc de toute façon, ils sont très très proches. Donc il n'y a pas de problème de relation. Je dirais même qu'ils ont pas mal de coopération commune. Kaliningrad et la Biélorussie. Donc Kaliningrad, c'est le territoire russe, et donc Biélorussie. Là, il y avait eu quelque chose qui avait inquiété cet été, c'est qu'en fait, il y a un transit entre Kaliningrad et la Biélorussie, c'est-à-dire que Kaliningrad, donc si on vous regardez sur une carte, c'est enclavé en fait entre la Pologne et la Lituanie. Et donc, pour être ravitaillé par la Biélorussie, il faut que ça passe par la Lituanie. Et à un moment, avec les sanctions de l'Union européenne, il était question de couper ce transit. Donc, ça avait un peu énervé les Russes. Mais globalement, ça, c'est plus problème, je dirais, relation Kaliningrad et Lituanie, donc Russie-Lituanie. Russie-Biélorussie, globalement, je pense, sans exagérer, de dire que la Biélorussie est un quasi vassal en fait de la Russie. Il y a des forces russes en Biélorussie, donc à mon sens, je pense que le gouvernement biélorusse a pas tant son mot à dire que ça. Il y avait eu un moment des frictions avant la guerre en Ukraine entre la Biélorussie et la Russie, mais clairement c'est un quasi vassal, même un vassal tout court. Alors, je vous remercie. On n'a pas d'autres questions. Alors, on a appris, je pense, beaucoup de choses aujourd'hui avec une perspective plus européenne. Donc, ça fait toujours du bien de sortir du continent pour voir ce que pensent les collègues outre-Atlantique et d'avoir aussi une perception de terrain, peut-être davantage que ce que nous, on peut avoir. Donc, tout d'abord, merci à la chaire de nous avoir offert ce canal-là pour discuter de ce sujet. Merci aux personnes qui ont assisté à cette présentation. Merci, Monsieur Massot, pour cette présentation. Alors, suivez attentivement toutes les activités de la chaire qui viendront dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et je vous remercie tous et toutes beaucoup. Bonne fin de journée.